Bienvenue sur Ici Éco. Le président de la République, le général Joseph Aoun, a signé et promulgué la loi numéro 1 du 24 avril 2025, adoptée par le Parlement, modifiant la loi relative au secret bancaire de 1956 et l'article 150 de la loi sur la monnaie et le crédit du 1er août 1963, modifiée par la loi numéro 106 du 28 octobre 2022. Le président Aoun a ordonné la publication de cette loi conformément à la Constitution. Les amendements apportés par l'Assemblée nationale à la loi sur le secret bancaire prévoient la levée du secret au profit des sociétés d'audit mandatées par la Banque du Liban ou la Commission de contrôle des banques. L'application de la loi est désormais conditionnée à un décret pris en Conseil des ministres au lieu de se limiter au ministre des Finances. La loi maintient également l'effet rétroactif permettant la levée du secret bancaire sur toutes les opérations effectuées au cours des 10 années précédant l'adoption de la loi. Cette version confère à la Banque centrale et à la Commission de contrôle des pouvoirs pour relever les soldes des comptes clients nommément, ainsi que tous les documents et informations y afférents, marquant ainsi un tournant majeur dans les prérogatives accordées à la Banque et à la Commission. Durant cet épisode, nous aborderons plusieurs dossiers économiques, notamment la modification de la loi sur le secret bancaire, la restructuration des banques et les négociations avec le FMI, avec le chef économiste du groupe de Banque Biblos, Dr Nassib Roubril. C'est toujours un plaisir de recevoir Dr Roubril. Bonjour. Certains estiment que l'adoption de la modification de la loi sur le secret bancaire vise également à satisfaire une des conditions du FMI. Quelle est votre analyse de ce que le Parlement a adopté hier ? Oui, on sait que la visite de la délégation du Fonds monétaire international en mars a abouti à une demande très ferme de la part du FMI pour que le Parlement libanais vote tout d'abord la loi sur le secret bancaire ou les changements de la loi sur le secret bancaire et deuxièmement la loi pour la restructuration du secteur bancaire. Donc, le Parlement a voté hier la loi sur le secret bancaire et on attend toujours la discussion et le vote sur la loi du secret bancaire. Le problème, ce n'est pas le vote en tant que tel sur la loi du secret bancaire. Elle a déjà été modifiée en 2022, aussi selon l'accord entre le Liban et le Fonds monétaire international qui a été signé en avril 2022. Ici, on ajoute quelques changements. Le problème, c'est que la mise en application de cette loi, ceux qui n'ont rien à craindre, ceux qui n'ont rien à cacher, n'ont rien à craindre de cette loi. Mais les questions, c'est comment on va mettre en application cette loi? Est-ce qu'elle va être politisée? Comme on l'a vu dans d'autres cas, est-ce que des informations privées et confidentielles vont être disséminées ou publiées? Ce sont des questions légitimes. Mais ceux qui doivent être concernés par cette nouvelle loi, ce sont a priori les employés présents au passé du secteur public, les politiciens, les anciens ministres et députés, qui ont abusé de leur position, de leur poste dans le secteur public. Donc, c'est eux qui doivent être concernés. Sinon, la transparence est très importante et très positive. Pourquoi on insiste toujours sur le fait que les pays donateurs conditionnent toute aide à la restructuration avec un programme global du FMI? Parce que... tout d'abord, il faut que le Liban veuille les réformes. Et on a vu depuis le début de la crise qu'il n'y a pas une volonté ou un consensus sur un plan de réforme. Le premier plan de réforme du gouvernement Hassan Diab a été rejeté par toutes les composantes de l'économie libanaise. Le plan du gouvernement Miati n'a pas été expliqué de façon très claire. Et puis, la partie qui concernait le secteur bancaire et les dépôts n'a même pas été étudiée en Conseil des ministres. Donc, parce qu'il n'y avait pas de consensus général sur le contenu de ce projet de loi. Mais un programme sous quelles conditions?
Donc, un programme du FMI est non seulement pour obtenir un prêt de 3 à 4 milliards de dollars, c'est quelque chose d'important, mais les amis du Liban, les institutions multilatérales veulent voir la signature du Fonds monétaire sur un plan global de réforme pour aider le Liban, que ce soit financièrement ou dans d'autres domaines de façon technique, de l'aide technique. Mais si le Liban avait appliqué ces réformes-là, aurions-nous toujours besoin d'un programme avec le Fonds monétaire? Le programme avec le Fonds monétaire, pour moi, c'est un dernier recours. Le Fonds monétaire est un dernier recours. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la décision qui a été prise par le gouvernement Hassan Diab d'arrêter les paiements sur les eurobonds, depuis ce temps-là, le Liban ne peut plus accéder aux marchés financiers internationaux. Mais accéder de nouveau à ces marchés-là est conditionné par des réformes. Si on avait appliqué ces réformes-là, ou bien si on applique aujourd'hui ces réformes-là, toutes les réformes au niveau fiscal, monétaire, etc., aurions-nous toujours besoin d'un programme avec le FMI? Je réponds d'une façon un peu différente. On ne peut pas fragmenter les réformes. La réforme est un tout. Et je ne parle pas seulement des réformes économiques. L'attention est seulement sur les réformes économiques, fiscales et bancaires. Mais les réformes doivent inclure tout d'abord le côté militaire et sécuritaire. Ça veut dire le monopole du port des armes, le monopole de la décision de la guerre ou de la paix avec le gouvernement central du Liban, les autorités officielles du Liban. Deuxièmement, améliorer les relations diplomatiques avec les pays arabes du Golfe en fermant les usines de Captagon et arrêtant l'exportation des matières illégales, en arrêtant les campagnes médiatiques de certains contre les pays du Golfe et améliorer la sécurité de la route de l'aéroport. Troisièmement, il faut réformer le système judiciaire. Pourquoi on n'a pas voté, par exemple, la loi pour l'indépendance du système judiciaire? C'est aussi important que la réforme du secret bancaire et de la restructuration des banques. Quatrièmement, il faut combattre l'économie parallèle, qui est un fléau pour le Liban et pour l'image du Liban à l'étranger. Et dernièrement, viennent les questions économiques et financières et bancaires et monétaires. Les autres parties des réformes sont aussi importantes que la question des banques et du secret bancaire et du système financier. Mais les programmes du FMI ont échoué à de nombreuses reprises dans plusieurs pays. C'était clair, donc ces programmes-là ont échoué pour faire sortir ces pays de leur crise. Égypte, Pakistan, Mexique, Argentine, Haïti, Tunisie, Jordanie et autres. Pourquoi ces programmes réussiront donc au Liban et avec le Liban? Le programme peut réussir au Liban si les autorités libanaises mettent en application ce que le Fonds monétaire dit publiquement. Le Fonds monétaire n'impose pas des conditions, ne vient pas dire ce sont mes conditions, donc si vous voulez 3 milliards ou 4 milliards de dollars, ou bien vous acceptez ces conditions, ou bien il n'y a pas de prêt. Le Fonds monétaire a changé sa méthode. Il dit qu'il faut que les autorités locales mettent en place un plan de réforme global avec les priorités qu'ils considèrent importantes et ils vont négocier avec le Fonds monétaire le contenu de ces réformes. Mais quand, que ce soit les autorités libanaises ou les autorités d'un autre pays, le gouvernement d'un autre pays, vont au Fonds monétaire et lui disent « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour que vous nous prêtiez 3 milliards ou 4 milliards ou 5 milliards de dollars ?» ça devient différent. Donc la responsabilité est locale. Vous dites qu'il faut négocier en faveur du Liban. Exactement. Les autorités locales, le pouvoir exécutif doit mettre les priorités des réformes dans un plan global et le présenter au Fonds monétaire et discuter le contenu avec le Fonds monétaire. Et non pas demander au Fonds monétaire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Le Fonds monétaire est venu le mois passé et leur a dit il faut que vous votez ces deux lois.
Mais moi, j'espérais que le gouvernement réponde, oui, on va voter ces deux lois, elles sont très importantes, mais aussi il y a la loi pour l'indépendance du système judiciaire. Il faut les ajouter au secret bancaire et à la structuration des banques. Et peut-être d'autres lois aussi importantes. Mettre en application la loi concernant le secteur de l'électricité, par exemple, ou le secteur des télécommunications. La délégation libanaise a participé aux réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Avez-vous suivi ces réunions-là? Quels sont vos commentaires? On attend quoi de ces rencontres? Ces réunions-là, le but de la délégation libanaise au Fonds monétaire n'est pas de signer un accord avec le Fonds monétaire, c'est un peu tôt. Et même n'est pas de débuter les négociations, mais de préparer le climat pour commencer des négociations précises et détaillées avec le Fonds monétaire international pour aboutir à un staff level agreement avec le Fonds monétaire. Et donc, on va voir ce que cette présence aux réunions de cette semaine ont abouti, parce que ce sont des réunions générales. Donc, c'est plutôt pour préparer le climat des négociations et non pas pour lancer ces négociations. On va voir à partir de la semaine prochaine quels ont été les résultats concrets de cette visite. Revenons à l'adoption de la modification de la loi sur le secret bancaire. Existe-t-il un risque accordé aux sociétés d'audit mandatées par la Commission de contrôle des banques ou de la Banque centrale le pouvoir de lever le secret bancaire, ce qui permettra donc de s'appuyer sur ces sociétés pour la surveillance et l'audit lors du processus de restructuration? Cette question et d'autres questions sont légitimes. La question essentielle, c'est est-ce qu'on va respecter le secret professionnel? Ah, c'est ça. Donc, on ne va pas retrouver les comptes des déposants le lendemain publiés dans des journaux. Exactement. Ces changements à la loi, de cette loi, sont faits pour des raisons très précises. Donc, il ne faut pas abuser de cette loi. Et c'est ça qui est essentiel. Il faut maintenir le secret professionnel. Juste pour dire que les amendements imposaient aux banques de fournir des informations bancaires sur leurs clients, y compris des données personnelles telles que leur nom, compte et autres informations les concernant aux auditeurs mandatés pour effectuer des vérifications dans les comptes bancaires. Cela semble injustifié, car il n'y a aucune relation entre les comptes bancaires de la banque et ceux de ses clients. Et il est inacceptable aussi de les confondre. L'audit des comptes bancaires ne nécessite pas l'audit des comptes clients. Vous êtes d'accord? Oui, et si on veut, l'une des raisons du vote de cette loi au Parlement est de faciliter la restructuration du secteur bancaire à travers l'accès à des informations, spécialement les comptes des banques, et non pas les comptes des individus. Expliquez-moi pourquoi la restructuration des banques nécessite la levée du secret bancaire, non seulement sur les comptes des banques, mais aussi de ceux des déposants. Vous êtes d'accord? Il fallait faire ça? Non, en ce qui concerne les déposants, c'est quelque chose de différent. Tout d'abord, il y a la question de combat contre le blanchiment d'argent. Et il y a des gens qui... Mais quand on dit que blanchiment, combat de blanchiment... Exactement. Mais nous aussi, il faut se rappeler ici que les banques libanaises aussi appliquent toutes les règles, les conditions des accords de Bâle, etc. Exactement. Il y a un responsable qui a dit que ça va aider à combattre le commerce du Captagon. Mais les attaques contre les banques, l'effondrement du système bancaire, l'objectif de l'effondrement du système en faveur était l'élargissement de l'économie parallèle. On avait bien ça avec le Card al-Hassan, avec le Captagon, etc. De l'économie parallèle, de l'économie monétaire et encourager le commerce du Captagon et d'autres activités illégales. Comment répondre à ceux qui disent que non, il faut avoir accès à ces comptes-là pour combattre le blanchiment d'argent? C'est aussi pour quand on arrive au troisième projet de loi, celui des dépôts, de déterminer, de trouver une solution pour les dépôts plutôt. Donc, il y a cette loi va aider selon les objectifs de cette loi, ça va aider à déterminer quels sont les dépôts
qui sont légaux et quels sont les dépôts qui sont illégaux. Je ne sais pas sous quelle définition. Mais dire illégaux, et dire aujourd'hui des comptes en dollars, mais est-ce que les dépôts aujourd'hui en dollars et tous ces dépôts-là, les banques n'ont pas fait leur devoir au niveau du compliance, au niveau du due diligence, au niveau de l'étude de ces comptes, au niveau des... On doit se rappeler que quand la GAFI a inclus le Liban sur sa liste en octobre, sur la liste grise en octobre 2025, ça n'avait rien à voir avec les banques, le système bancaire, que ce soit la Banque du Liban ou les banques commerciales. C'était à cause de l'économie parallèle, des sociétés financières qui n'avaient pas de permis officiel, qui n'étaient pas supervisées par la Banque du Liban, par le manque de décisions judiciaires. Les décisions étaient très claires. Les raisons étaient très claires. Les raisons du GAFI étaient très claires et ils n'avaient rien à voir avec le système bancaire. Donc, les banques font tous les efforts possibles pour... Mais vous êtes convaincu que ces banques... Excusez-moi, mais est-ce que vous êtes convaincu que ces banques-là, pour une bonne restructuration des banques, on avait besoin de cette loi ou bien ces modifications de cette loi? Ben, il y a une opinion qui dit que toutes les lois existent déjà au Liban, que ce soit la loi du monnaie et du crédit, que ce soit les lois du commerce, que ce soit les institutions qui existent comme la commission de contrôle des banques pour commencer la restructuration. Donc, en tous les cas, on a la loi du secret bancaire, on a la loi, prochainement, on va avoir la loi de la restructuration des banques. La loi prévoit... On va avoir aussi la loi sur le sort des dépôts. La loi prévoit la levée rétroactive du secret bancaire pour des groupes non définis de clients bancaires pouvant potentiellement les inclure tous. Comment l'effet rétroactif constitue-t-il une menace pour la stabilité législative et sociale et même économique? Moi, je pense que, je répète, ceux qui doivent être concernés par cette rétroactivité sont ceux qui ont abusé de leur position dans le secteur public. Mais selon mes informations, tous les pays qui ont levé leur secret bancaire ou changé leur loi concernant le secret bancaire, ils n'avaient pas inclus une rétroactivité. Ah, donc le Liban est le premier pays qui applique une rétroactivité au niveau du levé du secret bancaire. Je crois. Donc quelles sont les conséquences sur les investissements, la stabilité au niveau de la confiance, la confiance envers aussi les lois. Tout d'abord, si cette loi est proprement mise en application, il n'y a pas d'abus politique, ça ne va pas créer beaucoup de problèmes. Mais la stabilité législative est essentielle. Ah, c'est ça. Est essentielle pour les investisseurs étrangers, pour les sociétés, peut-être pour les déposants. Il est important de maintenir la stabilité législative parce que c'est un facteur essentiel dans les décisions des sociétés multinationales, des investisseurs, d'investir dans un pays. C'est quelque chose de très important. Ce n'est pas chaque fois que quelqu'un a une idée qu'on doit changer nos lois. Et une loi aussi importante. Mais on va voir, attendons pour voir la mise en application de cette loi. Mais aujourd'hui, il faut remettre aussi en question cette tendance mondiale où de nombreux pays ont adopté des lois pour protéger les données personnelles. Donc, je me rappelle ici, la loi 81/2018, y compris le Liban, qui a bien voté cette loi pour la protection des données personnelles. Donc, conflit entre ces deux lois. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut être très précis dans la mise en application de cette loi et qu'il faut respecter le secret professionnel. Si la loi du secret bancaire reste limitée à la Banque du Liban et à la Commission de contrôle des banques, cela doit se faire avec l'engagement de ces entités de ne pas partager les informations bancaires obtenues avec toute autre autorité. Vous êtes d'accord? Oui, certainement. Donc, quel que soit, de respecter le secret bancaire concernant ces informations sous peine de sanctions sévères en cas de violation.
comme cela s'est produit récemment. On se rappelle très bien ce qui s'est passé depuis quelques mois avec certains juges, etc. Mais expliquez-moi. Il faut éviter l'importance la répétition de ce qui s'est passé dans le passé. La modification de la loi sur le secret bancaire ne veut pas dire que j'ai le droit d'avoir des informations sur ton compte bancaire, sur tes dépôts bancaires. C'est ça. Il ne faut pas abuser de cette loi. Il faut la mise en application doit rester dans les limites et dans le cadre des objectifs de cette loi. Et, je le répète, respecter le secret professionnel. Et donc, il faut remettre en question quelle partie de cette loi? On ne peut plus remettre en question si, on peut présenter un nouveau projet de loi, maintenant une modification, peut-être présenter un recours, etc. Peut-être, je ne suis pas au courant qu'il y a des blocs parlementaires qui vont... Avec l'adoption du projet de loi sur la réforme du secteur bancaire au Liban et sa réorganisation, le gouvernement s'emploiera à préparer un projet de loi pour traiter du déficit afin de rétablir l'équilibre des finances. Le projet de loi sur la réforme du secteur bancaire au Liban et sa réorganisation suspend son application jusqu'à l'adoption de la loi sur le traitement du déficit, considérant que cette loi est une condition nécessaire pour rétablir l'équilibre des finances. Le projet de loi soulève de nombreuses questions. Comment parler de restructuration bancaire avant de déterminer l'ampleur des pertes, des dettes, des responsabilités? Oui, comme vous l'avez dit, cette loi, quand elle va être votée au Parlement, ne va pas être mise en application immédiatement. Ils vont attendre la loi qui détermine le sort des dépôts. Et pour moi, il y a une solution très claire qui est basée sur le Code de la monnaie et du crédit. Le Code de la monnaie et du crédit est très clair. Les placements des banques commerciales à la Banque du Liban sont considérés des prêts commerciaux, tandis que la dette publique est une dette souveraine. Mais l'approche appliquée par le Fonds monétaire international et certains experts aujourd'hui qui disent non, il faut les regrouper. Mais s'ils veulent le regrouper, on doit mettre en application l'article 113 du Code de la monnaie du crédit. La responsabilité de l'État qui dit que le Trésor libanais est responsable de couvrir les pertes de la Banque du Liban, quelles qu'elles soient. Donc, si on ignore l'article 113, au moins on doit appliquer l'autre article qui sépare entre les placements des banques à la Banque du Liban et la dette publique. Quand on respecte cet article de la loi du Code de monnaie et du crédit, donc on peut restructurer la dette publique sans problème. Et séparément, la Banque du Liban peut traiter avec les banques en ce qui concerne le sort des dépôts. Donc c'est ça. Donc ici, on parle d'engagement de l'État et de la Banque du Liban envers les banques. Oui, c'est ça. Comment traiter sans oublier la responsabilité des banques. Oui. Une étude du contenu du projet de loi sur la réforme du secteur bancaire au Liban, sa réorganisation, permet de relever des observations sur plusieurs de ces articles qui présentent des lacunes en général. Certains de ces articles prévoient des mesures qui, si elles sont appliquées, ne conduiront pas à la réforme du secteur, mais à sa destruction. Vous êtes d'accord ? C'est une opinion qui existe. C'est au Parlement de débattre le contenu de ce projet de loi et de modifier en ce qui concerne l'intérêt du Liban et de l'économie libanaise et de la confiance. Mais moi, je veux cibler un peu la question de la Banque du Liban. Aujourd'hui, la question des dépôts peut être résoudre tout d'abord en séparant les placements des banques commerciales à la Banque du Liban avec la dette publique. Oui. Et deuxièmement, en prenant en considération les avoirs en devises de la Banque du Liban. Selon les chiffres de la Banque du Liban du 15 avril, les avoirs en or de la Banque du Liban, les réserves en or ont atteint 30 milliards de dollars. La valeur de ces réserves en or a atteint 30 milliards de dollars. Donc c'est équivalent à 86% du PIB du Liban. C'est la plus grande, c'est le ratio le plus élevé à travers le monde. Le deuxième plus élevé, c'est Ouzbékistan, c'est 30% du PIB. Les réserves en or d'Ouzbékistan sont équivalentes à 30% du PIB. Deuxièmement, les réserves liquides en devises à la Banque du Liban sont à la hauteur d'11 milliards de dollars. Donc si on ajoute les 11 milliards aux 30 milliards, c'est 41 milliards, c'est équivalent à 117% du PIB du Liban. Le deuxième pays, quand on ajoute ses réserves en or et ses réserves en devises, c'est la Suisse. Ce ratio est 100% du PIB suisse. Donc,
on ne doit pas ignorer les avoirs de la Banque du Liban et il faut investir cette augmentation de la valeur de l'or dans des bons du Trésor qui sont cotés par des agences de notation à un niveau très élevé. Et cette liquidité qui vient de ces investissements doit être distribuée aux déposants, doit faire partie de la solution. De plus, ces 11 milliards de dollars aujourd'hui à la Banque du Liban, ils n'appartiennent pas à la Banque du Liban. Au moins, il y a 1 milliard de dollars seulement pour l'État. Mais les 10 milliards de dollars n'appartiennent pas à la Banque du Liban, n'appartiennent pas aux banques commerciales, ils appartiennent aux déposants. Donc, il faut aussi considérer leur utilisation pour rembourser les dépôts graduellement, ou bien pour créer la liquidité nécessaire dans les banques pour que les déposants puissent utiliser leurs dépôts pour des besoins essentiels. Ma dernière question. Comment évaluez-vous l'approche appliquée par ce gouvernement pour résoudre le problème des déposants, du secteur bancaire, la restructuration, etc. Tout d'abord, j'ai été un peu surpris que le nouveau gouvernement a adopté le projet de loi du gouvernement ancien en ce qui concerne la restructuration du secteur bancaire. Le projet de Saad Echeme, Najib Miati. Le projet du gouvernement du Premier ministre Miati. Et je ne sais pas, il n'y a aucun détail sur le plan qu'ils vont développer ou adopter en ce qui concerne le sort des dépôts bancaires. Est-ce qu'ils vont adopter le projet qui existe, ce même projet du gouvernement Miati, ou bien ils vont, parce qu'il n'y a pas eu un consensus sur ce projet-là, ou ils vont aller dans une direction différente et peut-être écouter les suggestions de la Banque du Liban, ou bien séparer les placements des banques à la Banque du Liban de la dette publique. On n'a aucun détail sur ce sujet-là jusqu'à présent. Tout ce qu'on a, c'est le projet de gouvernement Miati. Je ne crois pas qu'il y avait un consensus sur ce projet-là. On se rappelle très bien que le Conseil d'État aussi avait bien rejeté n'a pas rejeté le plan même, mais il a rejeté un article qui est aussi important en ce qui concerne les engagements de l'État envers la Banque centrale, qui en fin de compte ne sont que les dépôts des déposants. Ce que le Conseil d'État, la décision du Conseil d'État, était que la Constitution ne permettait pas d'enrayer les dépôts de n'importe quelle autorité constitutionnelle. C'est ça l'essentiel de la décision du Conseil d'État. Donc, il faut prendre ça en considération et il faut prendre en considération l'article 15 de la Constitution libanaise qui dit que la propriété privée est sacrée. Donc, à partir de là, on peut trouver des solutions adéquates. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Dr Nassib Roubril. Vous êtes chef économiste du groupe Biblos Bank. Merci à vous. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.